Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau chapitre de Collection, l'émission littéraire de Madame Figaro. Ce soir, nous allons parler d'une auteure qui nous tient particulièrement à cœur, Marguerite Duras, pour les 40 ans de son prix Goncourt, le prix Goncourt qu'elle a eu pour L'Amant. Bienvenue donc pour un peu moins d'une heure à discuter de Marguerite Duras. Mais avant de commencer, j'aimerais vous proposer d'écouter quelques secondes de la voix de Marguerite Duras. Je suis née en Indochine, je suis créole, vous voyez. Je suis née de parents fonctionnaires coloniaux. C'était juste une petite mise en bouche, c'était court. C'était un extrait d'un disque que j'ai retrouvé dans mes archives, une compilation où on retrouve un entretien avec Marguerite Duras et avec un autre écrivain, William Burroughs, mais aussi beaucoup d'autres artistes, mais essentiellement des groupes de rock et de punk anglais des années 80. Ça date de 1981 et je me suis toujours demandé si Marguerite Duras était punk. On va peut-être s'interroger et se poser cette question-là. Pour faire ça et pour parler de Marguerite Duras et de L'Amant et des 40 ans qui se sont écoulés depuis le prix Goncourt de L'Amant, nous sommes avec des invités, comme pour chacune des émissions, des invités qui changent. Nous sommes avec Colombe Schneck. Bonsoir Colombe. Bonsoir Joseph. Colombe, vous êtes romancière, vous êtes chroniqueuse pour Madame Figaro. On peut vous lire toutes les semaines, on peut lire vos choix littéraires toutes les semaines dans Madame Figaro. Et vous êtes aussi la présidente de notre jury littéraire, le Grand Prix de l'Héroïne. Nous sommes aussi avec Louise Chenevière. Bonsoir. Bonsoir. Louise, vous êtes romancière et votre dernier livre est sorti à la rentrée littéraire pour Britney. Et c'est déjà un joli succès de librairie, je crois. Et nous sommes aussi avec mon complice, mon éternel complice, j'ai envie de dire, Bernard Babkin. Vous dirigez les pages littéraires de Madame Figaro. Et nous allons discuter tous ensemble de Marguerite Duras. Mais avant, encore une fois, on va plonger... On va la voir. On va plonger dans l'univers et peut-être un peu dans la tête de Marguerite Duras. On va être un peu en sa compagnie pour commencer. Quand on cherche un peu, on trouve beaucoup d'entretiens de Marguerite Duras. Vous allez sur Google, vous cherchez, il y a beaucoup de choses d'elle, des entretiens filmés, un peu toutes les époques, toutes les périodes de sa vie. On a fait une petite compilation, donc on va l'entendre sur quelques thèmes comme ça dure quelques minutes. Et ça va commencer par... Ça commence et se termine par des extraits de ses films, parce que Marguerite Duras n'a pas été uniquement auteure de livres, elle est aussi l'auteure d'une grande œuvre cinématographique, une œuvre importante, même si on ne la voit pas beaucoup. On a mis au tout début un extrait d'un de ses films qui s'appelle Les Mains négatives. C'est un travelling la nuit, à l'aube plutôt, dans Paris, on entend sa voix. Et ça se termine par un petit extrait d'India Song, qui est un de ses grands films, avec notamment Delphine Seyrig et Michael Lonsdal. On va regarder ça et on plonge dans le vif du sujet tout de suite après. Toi, qui as un nom, toi qui es doué d'identité, je t'aime d'un amour indéfini. On aime ceux avec quoi on s'unit dans l'amour. On dit « je vous aime » à qui est là, à vos côtés, dans l'accouplement du corps. C'est cela que vous cherchez en écrivant? Oui, je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie, que je ne peux dire que seul. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit, à côté de la vie? François. Oui. Dis-moi, François, écrire, ça sert à quoi? À faire des livres? Seulement à ça? Écrire, non, ça sert à faire des cahiers des fois. Il y avait longtemps que je n'avais pas écrit. Malade de quoi?
Je ne peux plus du tout boire d'alcool. J'étais malade en raison de ça d'ailleurs. C'était la première fois que j'écrivais sans alcool, du tout. C'était très différent? C'était très dur, oui. Très dur? Très dur. Mais en général, je suis contre l'adaptation des romans au cinéma. Surtout des romans classiques, enfin. Je vois que tout le monde fait ça, maintenant c'est comme une épidémie. Je vous aime jusqu'à ne plus voir, ne plus entendre, mourir. C'est intense, non? Peut-être en quelques mots, Colombe pour commencer, Marguerite Duras, pour vous, c'est quoi? Alors, je dois avoir 15 ans, je regarde l'Apostrophe, on est en 1981, elle vient présenter L'Amant, justement, Ouais. il y a 40 ans. Et je sais que je suis... Elle raconte un truc drôle, elle dit d'abord qu'on leur reprochait de ne pas avoir une bonne grammaire. Et j'adore, parce que moi je ne suis pas du tout en classe, je ne suis pas une très bonne élève, et donc du coup on peut écrire sans connaître la grammaire. Et elle parle d'une fille de 15 ans, donc c'est l'héroïne de L'Amant, et elle dit, elle cherche la jouissance, avoir un amant, et j'en reviens pas, parce que j'ai 15 ans, et je trouve ça génial, j'adore. Donc je vais lire ce livre tout de suite, et effectivement, je vole le livre, je pense que mes parents l'achètent, et je le lis tout de suite, voilà, je le lis dans la foulée. Ouais. Donc c'est 1984 quand le livre sort, et Bernard Pivot la reçoit, et le livre est déjà un grand succès. Elle en a vendu en un mois, il y a 100 000 exemplaires qui sont écoulés. Oui, donc j'ai un peu plus, pardon, hein, je suis un peu rajeunie. Mais effectivement, voilà, je suis adolescente et c'est comme ça que je découvre. Je la découvre d'abord à la télévision, on présentait son livre. Louise? Oui. Marguerite Duras, pour vous? Moi, c'est vraiment beaucoup. Enfin, je pense que c'est peut-être la première femme auteure que j'ai vraiment lue, que j'ai découverte et qui m'a donné la possibilité de me représenter en tant qu'écrivain. C'est-à-dire de me dire qu'il y avait... Elle a cette manière, elle parle tout le temps d'écriture, en fait, elle ne parle que de ça, cette manière de se poser dans la langue, dans l'écriture, et d'avoir écrit toute sa vie. Et je pense que très tôt, ça m'a fascinée, en fait. Je me suis dit, ah oui, elle mène cette vie dans cette grande maison, seule, en buvant beaucoup aussi. Enfin, elle avait un peu tout cet habitus de l'écrivain. Et je crois que ça a été très important pour moi, dans ma construction, justement, de me dire que voilà, on pouvait y aller. Et mon premier souvenir de Marguerite Duras, c'est écrire. Parce que dedans, il y a cette scène... Écrire le livre. Le livre, oui, qui s'appelle Écrire. Il y a une scène dans laquelle elle raconte qu'elle regarde une mouche se faire manger par une araignée pendant des heures, et que c'est peut-être ça l'écriture. Et moi, c'était une expérience que j'avais vécue plus d'une fois. J'étais restée fascinée par ça. Je me suis dit, alors peut-être j'ai raison, peut-être c'est ce que je dois faire, écrire, si je m'intéresse à une mouche. À quel âge on découvre Marguerite Duras? Je ne sais plus à quel âge je l'ai découverte. J'ai l'impression que ça a toujours été là. Enfin, c'est vraiment très particulier, mais il y a quelque chose... je ne saurais pas dire, je devais être adolescente, mais je ne saurais pas dire à quel âge. Ouais. Bernard? Moi c'est le personnage déjà. Je trouve que c'est le personnage. Enfin, elle joue son rôle. Enfin, elle a un rôle. C'est un personnage incroyable. Et je l'ai découverte plus, je l'ai lu assez vite, mais je l'ai découverte par le théâtre aussi. Et elle a rencontré avec Madeleine Renaud qui jouait ses pièces. Et c'était des rencontres tellement improbables parce que une très autoritaire, l'autre très soumise, et Madeleine Renaud qui disait. Mais je ne comprends pas ce que me dit Marguerite. Elle me dit, va à droite, je vais à droite, va à gauche, je vais à gauche, mais je ne sais pas ce que je dis. Et je trouvais ça ce rapport aussi avec la scène, et puis par les films, parce que c'était une époque, moi je sais pas, j'avais 17 ans, enfin ado, grand ado, des films très improbables quand même, hein, oui. Certains. Le Camion, par exemple, un film avec Gérard Depardieu, très improbable, où là, on a vu une Dia-Song. Elle a fait après une deuxième version qui s'appelait Son nom de Venise dans Calcutta désert. Ouais, un très beau titre. Le titre est très beau, plus que le film. Oui. Donc, voilà, donc c'est un personnage fascinant, moi je trouve. Ouais. Et puis alors, et surtout la voix aussi. Ouais. Cette voix qu'elle a un peu étonnante, un peu rauque, un peu de fumeuse invétérée. Là, elle fume tout le temps, hein, dans les extraits qu'on a vus. Donc là, à toutes les époques. À toutes les époques. Elle a bu, après s'arrêter de boire, mais elle a continué de fumer. Et le col roulé. Et puis le col roulé, ouais, on a tous envie d'un col roulé. D'ailleurs, hommage. Colombe, je vois que vous avez un col roulé.
Et son écriture? Et oui, justement, est-ce que vous avez été influencé par... Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans son écriture? Moi, j'étais complètement influencée. Je pense qu'elle m'a appris vraiment une forme de liberté totale avec la langue. Et d'ailleurs, c'est drôle ce que vous disiez, qu'elle était... on lui reprochait de ne pas avoir une bonne grammaire, puisque moi, aujourd'hui, on me reproche encore de mal utiliser et la grammaire et les virgules. Mais en fait, j'arrête pas de le dire, qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, notamment elle, en fait, qui a essayé de défaire un peu la langue pour dire... Elle a créé sa propre grammaire, en fait. Sûr. Elle a créé son style, sa grammaire sûr. à elle. Hein. Alors qu'elle corrigeait beaucoup. On lit là dans la nouvelle parution de l'Amant, où il y a des entretiens et elle explique comment elle écrit. C'est hallucinant, hein, quand même, parce que d'abord, il n'y avait pas les ordinateurs. Donc elle commence à écrire à la main. Après, elle corrige avec des crayons de couleur. Hein. Et puis après, c'est un dactylographié. Puis après, elle corrige encore. Et puis elle corrige encore. Donc les mots sont là posés, pas par hasard. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous travaillez comme ça sur l'écriture? Moi, je suis quelqu'un qui réécrit beaucoup. Mais je l'avoue tout de suite, comme ça c'est dit, je ne suis pas une lectrice des romans de Marguerite Duras. Le moment n'est pas venu pour moi. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai de nombreux amis qui sont fascinés, comme Louise ou Bernard, qui ont tout lu et qui ne comprennent pas que je ne sois toujours pas rentrée dedans. Ah non, tu es libre. Je suis libre, voilà, je préfère vous le dire. Et c'est parce que j'anime des ateliers d'écriture depuis quelques années. Et je vois bien que je demande, bien sûr, parce que l'écriture est très liée à la lecture, quels sont les auteurs, etc. Et que quand quelqu'un va me dire Marguerite Duras, je sais que dans l'écriture, ça va être parfois compliqué. Parce qu'il faut un talent fou pour écrire après avoir lu Marguerite Duras, je pense. Parce que sinon, il y a toute une forme d'imitation de ces phrases qui deviennent... bien quand c'est de l'imitation, quand c'est pas se dire elle m'apprend liberté comme vient de nous le dire Louise, mais je vais faire comme elle, c'est longues phrases, etc. Donc je tombe sur des longues phrases complètement molles, complètement éthérées, et je leur dis mais venez sur terre. Donc c'est parce que cet après-midi, donc je me suis dit, comme je ne suis pas une lectrice de romans, il faut quand même préparer l'émission. Je suis une admiratrice de ce qu'elle dit, du personnage, de ses entretiens, de ses textes qui sont non fictionnels et plus tardifs, comme La douleur, dont on parlera peut-être tout à l'heure, ou La vie matérielle, ou encore Écrire. Et j'ai commencé cet après-midi Le ravissement de Lovestein, parce que j'ai une amie qui me dit « Comment tu n'as pas lu ?» Et je me dis « C'est vachement bien, en fait. » c'est vachement bien. Et alors, ça a marché? Peut-être que c'est le moment, mais je pense que vous allez me convaincre, c'est le moment. Le moment est peut-être venu. Est-ce que l'on sent une influence aujourd'hui, une vraie influence dans les livres qui sortent de l'écriture de Marguerite Duras ou même de ses thématiques? Alors que quand on sent l'influence, c'est de la copie et c'est jamais très bien. Moi, je trouve pas. Mais Louise, elle va pas être... voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... Dans Écrire, elle dit justement qu'il y a beaucoup de livres qui sont faits, même par les jeunes générations, qui sont des livres morts, des livres sans nuit. Marguerite Duras, elle était quand même un peu contre toute idée de construction, et j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Il y a quand même le thème de l'autofiction, enfin de se raconter elle-même quand même. En Oui, France, il y a beaucoup d'auteurs qui se racontent. Oui, mais c'est pas des questions thématiques, justement. Je pense que c'est des questions d'écriture, de style. On peut faire... Il y a des thèmes qu'on peut aborder de plein de manières différentes, mais moi, j'ai l'impression que la liberté qu'elle a eue vraiment dans la langue elle est assez rare quand même. Enfin, peut-être qu'il y a une influence et que voilà, mais... Je dirais pas qu'il y a parfois une tentation de la copier. La caricaturer. Oui, plutôt ça. Dans ces phrases comme ça qui peuvent paraître éthérées, et c'est pas bien parce que on sent la copie. Mais elle n'aurait pas ouvert là, quand même la porte de l'autofiction, enfin de se dire on se raconte soi-même. Il y a non, enfin. Si, peut-être en ce sens-là. De toute façon, elle a ouvert quelque chose, c'est sûr. Peut-être en tout cas que le corps devient un sujet d'écriture. C'est là que le corps, par exemple l'amant sur la jouissance, que le sentiment, oui, l'amour. L'amour, mais surtout le corps.
Si on parle de la douleur, elle parle du corps. Elle parle du corps de Robert, de ce qui se passe dans ses intestins, de ce qui se passe dans les coudes. Enfin, le corps devient un sujet. Il faut expliquer un peu ce que c'est que la douleur. Alors, la douleur, c'est un de ses derniers textes. Récit où c'est son journal et elle attend son mari, Robert, qui est résistant, qui a été arrêté, déporté à Dachau. C'est la libération. Donc, elle le cherche. Elle attend, et la douleur de l'attente insupportable, de la grande peur qu'elle a qu'il soit mort. Et c'est son journal. Donc effectivement, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'ambition littéraire. C'est vraiment la douleur de l'attente qui en retranscrit immédiatement dans un texte, donc c'est très fort. Et la douleur des retrouvailles aussi. Et la douleur du corps. Oui, et quand elle le retrouve, et il est décharné, et elle raconte ce corps qui va revenir peu à peu vers la vie, mais elle raconte le corps. Alors si je peux continuer à parler de la douleur, ce qui dans ce texte qui est très important pour moi, très important, et que je pense qu'on retrouve dans tous les romans, c'est qu'elle innocente les uns et les autres. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de bourreau. Il y a des très belles scènes où, par exemple, elle est là en attente, elle attend, les prisonniers reviennent des camps, et elle voit, par exemple, un groupe de jeunes femmes qui ont été des ouvrières, qui ont été en service de travail obligatoire en Allemagne et qui sont enceintes. Et on peut imaginer qu'elles ont été violées sur place, ou des histoires d'amour, mais plutôt des viols. Et ce ne sont pas des résistantes, c'est des... On ne part pas par gaieté en Allemagne faire le travail obligatoire pendant la guerre. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Et elles sont traitées, mais avec beaucoup, je dirais, de dégueulasserie, entre guillemets, par les résistants qui considèrent, ou les femmes qui les accueillent, qui sont gaullistes, parce qu'on considère qu'elles ne sont pas des résistantes. Et elle les regarde avec humanité. Il y a un autre moment très beau où elle voit le corps d'un garçon de 17 ans, allemand, sur le pont des Arts à Paris, qui est en train de mourir, et elle pense à sa mère, à la tante de sa mère. Donc elle a cette capacité de regarder l'autre avec une immense humanité. Et ça, je crois qu'on voit dans... C'est un très beau texte qui a été adapté au théâtre, qui a été joué très longtemps par Dominique Blanc et par Chéreau, qui l'avait mis en scène avec une force incroyable. On l'a entendu tout à l'heure parler, pas forcément de la douleur, mais de l'amour. Et j'ai l'impression que chez elle, il y a toujours que ces deux thèmes-là sont toujours mélangés. Mais je me demandais, Louise, peut-être, cette façon de raconter l'amour chez elle, ou d'en parler, est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité, ou c'est quelque chose qui a pu vous inspirer, ou est-ce que vous avez pu prendre quelque chose ? Justement, c'est peut-être là-dessus que moi je m'éloigne de Duras, et notamment... il y a un texte qui s'appelle Les Parleuses, dans lequel elle discute avec Xavier Gauthier, et en fait, elle a une conception de l'amour très, très imprégnée de violence. Et elle est très prisonnière de cette forme d'amour romantique qui ne pourrait pas se vivre sans une violence passionnelle extrême. Et c'est Moderato Cantabile. Et à la fois, elle le dit merveilleusement bien, et en même temps, il y a quelque chose là-dedans avec lequel moi, je ne peux pas aujourd'hui être d'accord ou me reconnaître. C'est-à-dire, je dois espérer que l'amour peut se vivre sans ce type de violence. Donc, c'est des endroits où j'ai l'impression qu'elle... c'est un peu des points de friction avec elle. Mais elle dit les choses, en tout cas, ce que vous disiez, Colombe, c'est qu'elle dit les choses sans jamais aucun jugement moral. Et ça, c'est très fort, parce que elle refuse de juger moralement, sociologiquement. Elle refuse d'assigner les gens à des classes, de les mettre dans des cases. Et en fait, elle traite tout le monde et tous les personnages de ses livres comme des individus soumis à des sentiments. Et à chaque fois, dans toute chose, elle voit toute chose, justement. C'est-à-dire que dans une douleur, elle voit toutes les douleurs. Et en fait, un peu importe de quel côté se trouve cette douleur. C'est-à-dire le côté allemand, et ça, c'est très fort. C'est très particulier à elle. Ouais, et ça reste très subversif, je pense. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui va nous raconter un peu ce que l'on fait d'un texte de Duras, quelqu'un qui la joue au théâtre. On va écouter Sandrine Bonner.
Ma première rencontre avec Marguerite Duras, ça a été la lecture. J'ai commencé par Le Marin de Gibraltar, que j'avais adoré. Ensuite, j'ai lu L'Amant, comme beaucoup de gens. Et ma troisième rencontre, c'est L'Homme Atlantique et L'Homme assis dans le couloir, que j'ai fait en lecture musicale. Son écriture, je trouve qu'elle est à la fois complexe, compliquée et simple. Si je la lis à voix haute, je la comprends mieux. Parce que c'est une écriture qui est très vivante, très imagée, et qui part aussi dans une forme d'imaginaire qui parfois est très étrange. Je pense que c'est une femme qui s'est intéressée à des personnages réels. Du coup, son écriture reste moderne. L'histoire de l'amante anglaise est arrivée par un coup de fil de Jacques Osinski qui m'a proposé donc de jouer ce rôle. C'est drôle d'ailleurs parce que je trouve que c'est un rôle qui réunit pas mal de rôles que j'ai joués. C'est-à-dire que pour moi cette Claire Lannes, ça pourrait être Sophie de la cérémonie, ça pourrait être Jeanne d'Arc. Claire Lannes est une femme incomprise depuis toujours. Elle commet ce crime qui est de tuer sa cousine et elle ne veut pas dire où est la tête. Et elle ne veut pas dire où est la tête parce que si elle disait où est la tête, elle ne serait absolument plus écoutée, entendue et plus du tout considérée. Donc c'est le seul secret qu'elle puisse garder pour qu'on s'intéresse à elle. Alors c'est assez étrange parce que moi j'ai l'impression de bien la connaître. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Mais avant ce crime, elle était vraiment innocente. Je lui demanderais pourquoi elle a écrit cet article sur Madame Villemain. Je pense que je l'engueulerais. Je lui dirais, vous n'avez pas le droit de faire ça. Voilà ce que je dirais à Marguerite Duras. Bernard. Vincent Bonner là-dessus, justement, sur l'histoire de... On va juste remettre, on va remettre un peu dans le contexte de l'histoire en 84. Qu'est-ce que c'était? Bon, il y a le petit Grégory, l'histoire continue, hein, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Et Marguerite Duras a envie, elle adorait les faits divers, hein, elle adorait les crimes aussi. Hein. D'ailleurs, l'amante anglaise, c'est l'histoire d'un crime, ça part d'une histoire vraie aussi. Et elle demande, enfin, pour Libération, Serge July lui demande, enfin, elle a envie d'aller interviewer, enfin, d'aller rencontrer Christine Villemain, la mère, et qui refuse l'entretien. Mais elle va quand même dans le village, elle va quand même au bord de la rivière, et elle voit la maison avec les volets clos. Les volets sont fermés, ça l'impressionne beaucoup, et là, elle part quand même dans une sorte de délire personnel, où elle imagine ce qui s'est passé, ce qui serait passé d'après elle, derrière ces volets clos. Et là, elle écrit cet article où vraiment, elle fait de Christine, la mère, une héroïne de tragédie quand même. Elle la transforme en... Sauf qu'elle l'accuse carrément d'avoir tué son fils. Donc c'est très violent quand même, hein, comme chose. Et elle termine par cette phrase qui est restée célèbre, sublime forcément sublime. Souvent on s'arrête là, et c'est sublime forcément sublime, Christine V. Enfin, donc elle parle de la personne. Et après, elle a beaucoup dit que, comme elle raturait beaucoup, elle corrigeait beaucoup ses textes, que quand elle envoyait son texte à Serge July à Libération, qu'elle avait enlevé sublime forcément sublime. Serge July est plus malin qu'elle finalement, parce que c'est dit que cette phrase était formidable. On dirait un titre de Marguerite Duras. Voilà, et il l'a réintégré dans le texte, elle n'était pas très contente. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle s'est beaucoup défendue sur ce texte-là, en disant qu'elle défendait toutes les... On rejoint cette idée-là, elle défendait toutes les femmes qui étaient soumises au patriarcat, à la méchanceté des hommes, et que forcément, à un moment, on tue son enfant parce qu'on est obligé de le tuer. Ouais. Donc c'était sa défense à elle. Non, mais je vous avais dit, Bernard, tout ce que je voulais dire. Ah, bah, formidable. Tout va bien, mieux que moi. C'est quand même justement la radicalité, pour écrire un article, même ce qu'on voit dans les vidéos, c'est qu'elle s'en fout, quoi. Un peu de tout, c'est-à-dire elle va vraiment, et ça reste quand même quelque chose, il n'y a pas de question de bon goût, de qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire, il y a cette liberté-là, et c'est sûr que c'est peut-être compliqué à entendre, et parfois un peu, comme je dis, même avec l'amour, un peu problématique, mais en même temps,
moi, je pourrais presque la rejoindre dans la radicalité de son geste-là, quoi. Même si elle a pris parti dans un fait divers qui venait d'avoir lieu, donc c'est très compliqué de... Voilà, mais... C'était le grand fait divers à ce moment-là, enfin, la France entière en a parlé. On a parlé encore, et puis après, il y a eu le meurtre. Il y a encore des échos aujourd'hui. Voilà, et il faut souligner quand même que la famille Villemain, enfin, les parents, ont réussi à sortir de ce bourbier, quand même. Ils ont recréé une famille, ils ont eu 3 enfants, ils ont des petits-enfants. Elle avait raison en ce terme-là, c'est que vraiment, c'est une héroïne formidable, Christine Villemain. Ça c'est sûr. Et puis au-delà de Christine Villemain, effectivement, l'infanticide, elle est très en avance sur ce sujet. Ouais. Là on l'a vu avec Saint-Omer ou avec d'autres des œuvres maintenant qui traitent de ce sujet, c'est que je crois qu'une grande majorité des femmes aujourd'hui qui sont en prison pour crime, c'est pour la mort de leur enfant, d'avoir tué leur enfant, et comment une mère en vient à tuer son enfant. Elle n'est pas un monstre. Et là, c'est plus Christine Villemain, c'est les mères qui sont qui ont été condamnées. Sauf que là, elle bousculait quand même l'histoire de oui, voilà, elle prenait affectuité, là, il y a une erreur. Mais sur sa défense de ces femmes qui n'ont plus aucune autre issue pour se libérer que de tuer cet enfant, là, elle a 30 ans, très en avance. Pas seulement sur les enfants, puisque dans L'amante anglaise, c'est une femme qui tue l'adaptée comme ça, qui tue sa cousine, parce que sa cousine lui faisait de la cuisine trop grasse. Mais moi, je trouve ça tellement drôle. Oui, c'est vrai, raconter comme ça, c'est assez drôle. Elle finit par la couper en morceaux. Mais parce qu'elle montre cette violence. Justement, ça me fait penser à Madame Bovary, qui finit par se suicider parce qu'elle est avec son mari qui mange de la soupe en faisant trop de bruit. Mais en fait, avec Duras, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait tué son mari. Elle se serait pas suicidée, elle. Cette manière de mettre en scène comme ça les subjectivités féminines, aussi une forme de violence qu'on n'avait jamais vue, c'est assez fascinant. Et Marguerite Duras est quand même fascinée par les crimes et les faits divers. Est-ce que c'est votre cas aussi? Enfin, pas le réel, en tout cas. Avec Britney. Britney, c'est du fait divers, quasiment. En tout cas, c'est vrai que les choses... Après, voilà, je lis pas beaucoup la presse forcément, mais il y a la réalité, à un moment, m'appelle, quoi. Je réagis, en fait. Et Marguerite Duras, elle réagissait beaucoup à ce qu'elle voyait, des scènes, et ça vient toujours, effectivement, de faits divers ou de scènes qu'elle a vues, de choses qu'elle imagine. C'est vrai que je fonctionne aussi comme ça. Avec le premier livre, comme La Chienne, j'avais lu beaucoup de faits divers, en fait. Et c'est vrai que quand on grandit en tant que jeune fille dans ce monde-là, quand on ouvre le journal le matin, c'est quand même... très souvent, des femmes découpées en morceaux, jetées dans des fossés, et ça alimente notre imaginaire quand même. Moi, la peur de marcher seule dans la forêt, mais c'est quelque chose qui a été ultra alimenté par je sais quelle histoire. Donc, bien sûr que c'est présent. Après, je l'ai traité sous le mode de la fiction dans le premier livre. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'est vrai qu'on a envie, en tout cas, ce que fait Duras, c'est qu'elle a envie de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens qui passent une certaine limite. Et encore une fois, elle n'est pas dans le jugement de dire... sans les accuser. Sans les accuser. Et elle est vraiment... il y a ce très beau texte qui s'appelle La mort de l'aviateur anglais, où elle raconte la mort d'un jeune aviateur tué par les Allemands à la fin de la guerre. Et justement, elle dit n'importe quelle mort, c'est la mort. N'importe quel enfant de 20 ans, c'est un enfant de 20 ans. Et voilà, elle transcende toujours ses jugements. Et elle dit, en même temps, elle fait un très beau texte sur la mort de cet enfant. Et elle dit, c'est une colère politique. Et en fait, c'est ça qui l'anime toujours. Je crois que c'est quand même une volonté de transformer le monde, sauf qu'elle en fait de la littérature. Mais ouais. On a la chance, dans la rédaction de Madame Figaro, d'avoir une grande spécialiste de Marguerite Duras, notre critique littéraire Mintra Nui, qui a fait sa thèse sur Marguerite Duras. Donc on est allé la filmer, et elle nous raconte un peu par quoi commencer et quel livre recommander. On commence par quoi on commence, voilà. Par quoi? Allons-y, on va regarder et écouter Mine. Je m'appelle Mintra Nui, je suis écrivain et journaliste et je vais vous parler de 3 œuvres qui permettent de rentrer dans l'œuvre de Marguerite Duras. Le marin de Gibraltar, ça raconte l'histoire d'un homme qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, n'a ni ami, ni but dans la vie. Il a une femme, mais on peut pas dire qu'il y soit extrêmement attaché. Et il tombe sur une autre femme, Anna, qui fait le tour du monde en bateau. Elle l'embarque, tombe amoureux, mais ils peuvent pas le dire, puisque le but, c'est de trouver le marin de Gibraltar, dont on comprend que c'est peut-être finalement plus un symbole qu'un être réel. C'est la liberté, l'amour. C'est un livre à lire de Marguerite Duras parce que déjà il est moins connu que ses autres œuvres. Et surtout, chez Duras, il faut toujours beaucoup de chaleur, de l'alcool
et un couple. Et finalement, c'est au fondement de toutes ses œuvres à venir. Et c'est dans Le Marin de Gibraltar que ça naît. Hiroshima, mon amour, en fait, c'est un scénario. C'est l'histoire d'un amour, un amour de fortune, de passage, entre une Française venue au Japon pour tourner un film et un Japonais. Mais c'est un amour qui pourrait devenir un amour avec un grand A, sauf que l'un et l'autre sont déjà pris, et à travers un très court laps de temps où ils se rencontrent et où ils vont s'aimer, en fait, renaît une histoire du passé qu'elle a vécue, celle de son premier amour. Je pense que c'est le livre que quand on a 20 ans, on lit de Marguerite Duras et qui vous marque pour toujours. L'amant de Marguerite Duras, c'est le livre qui lui a valu le prix Goncourt, alors qu'elle avait 70 ans. C'est le livre qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires en France, mais aussi dans le monde. Et c'est ce qui l'a rendu, donc, semblable à un produit de la pop culture. L'amant, c'est son histoire. Elle tombe amoureuse d'un millionnaire chinois qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Elle n'a que 15 ans et demi. Et donc, non seulement il y a le tabou de l'âge, mais il y a aussi le tabou de la race. Parce que naturellement, il est jaune et elle, c'est une petite blanche, alors qu'on est en pleine période coloniale. Je pense que c'est un peu le monument, en fait, de Duras. C'est pas forcément son meilleur, mais c'est celui grâce auquel tout le monde la connaît. Si vous voulez parler de Duras lors d'un dîner, il faut avoir lu L'amant. C'est son histoire fondatrice. Tous les livres de Duras, ce sont des histoires d'initiation. Et l'initiation primordiale, la plus forte, celle qui peut-être a fait d'elle un écrivain, c'est celle qu'elle raconte dans L'amant. Je crois que Mine n'a dit pas beaucoup de choses. Ouais. Mais est-ce qu'on peut encore lire L'amant aujourd'hui ? Est-ce que ça se lit ? Comment ça se lit ? 40 ans plus tard, 40 ans après le Goncourt. Oui, une histoire d'amour entre... En tout cas, on ne sait pas si c'est une histoire d'amour. Ouais. Est-ce que c'est une sorte de prostitution des parents, de la mère et des sœurs ? Je ne suis pas sûre qu'elle tombe amoureuse. Enfin, alors, elle dit à la fin... C'est lui qui est très amoureux d'elle. Oui. Mais elle est utilisée par sa mère et les sœurs, les frères, comme appât, parce qu'il est riche. Elle est attirée sexuellement par lui. Elle dit qu'elle va tomber amoureuse au moment de sa mort, quand elle apprend sa mort. Aujourd'hui, quelque chose de choquant. Lui, il a 12 ans de plus qu'elle. Elle est encore un enfant. Moi, je me sens à l'âge où je le lis, donc 16-17 ans, ça m'intéresse. Voilà, est-ce que j'aurais envie que ma fille lise ça aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je serais... Mais je pense que comme mes parents devaient être... Gênés par, effectivement, que les fantasmes sexuels d'une adolescente. Mais peut-être, Louise, ce sera plus... Non, je sais pas. Moi, je trouve que oui, si, ça peut encore se lire. Et je trouve qu'elle montre quand même l'ambiguïté qu'il y a. Enfin, c'est pas un livre... Elle fait pas j'ai pas l'impression qu'elle fasse la célébration de l'amour entre des personnes... Enfin, voilà, c'est plus... Elle raconte ce qui est arrivé. Et avec toujours cette ambiguïté, mais moi je trouve que oui, c'est un livre quand même très fort qui raconte cette... Elle est là pour l'argent, elle le dit, hein, elle le dit très vite, elle dit il est riche et eux ils ont faim. C'est aussi un livre sur elle, qu'il a, puisque c'est un livre qu'il a... Il est rentré en classe, c'est pareil. Très autobiographique quand même. Absolument, je lis juste le premier paragraphe. Un jour, j'étais âgé déjà dans le hall d'un lieu public et un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. » Je trouve ce début absolument très fort, parfait. Et j'ai l'impression aussi qu'il ouvre à tout ce que Marguerite Duras va écrire ensuite, c'est-à-dire sur, vous avez dit, le corps, la dévastation, l'alcool, etc., etc. Et que c'est ça qui va traverser ensuite toute l'œuvre de façon encore plus forte. Ce qui m'a aussi beaucoup fascinée chez Duras, c'est justement qu'elle n'existe pas en tant que jeune fille ou qu'elle ne célèbre pas cette existence-là en tant que jeune fille, qu'elle était vouée à l'écriture et à quelque chose de plus grand, et que c'était rare pour moi d'avoir ce genre de représentation de femme, en fait, de voir une femme comme ça, et même ce début-là est sublime, évidemment, de pouvoir dire qu'elle est plus belle maintenant, dévastée, qu'avec ce visage de jeune fille, c'est très beau. Mais dire aussi qu'elle a le visage dévasté, c'est ça. Une forme de lucidité totale aussi.
Et là, dans la nouvelle édition, parce que le livre sort, et donc il y a des entretiens de Marguerite Duras, elle a donné beaucoup d'entretiens. Il y a 4 entretiens qui sont assez intéressants. Et là, bon, je vous lis juste un petit extrait. Elle rend un bel hommage à sa mère, parce qu'elle était contente d'avoir le Goncourt. Hein, ça fait plaisir, même à 70 ans. Enfin, elle trouvait que c'était tard quand même, et elle aurait bien aimé l'avoir pour le barrage contre le Pacifique, qui est quand même un magnifique hommage à sa mère, enfin, au sublime, sublime. On dit souvent sublime, mais c'est vrai que c'était sublime. Et donc, elle dit dans le barrage, elle parle de sa mère, je lui rendais un hommage qu'elle n'a pas vu, qu'elle n'a pas lu. Pour elle, dans le livre, j'accusais sa défaite, je la dénonçais. Qu'elle n'ait pas compris cela reste une des tristesses de ma vie. Ici, c'est différent. Donc, pour l'amant, il fallait mentir. Mon amant était chinois. Le dire, même dans un livre, ce n'était pas possible du vivant de ma mère. Un Chinois, amant de cet enfant, même remarquablement riche, c'est l'équivalent d'une déchéance peut-être encore plus grave que celle de la ruine des barrages, parce qu'elle atteignait ce qu'elle vivait comme étant un don du ciel, sa race ici blanche. C'est terrible, hein. C'est terrible, ouais. Colombe, justement, qu'est-ce que les parents vous empêchent d'écrire? Alors, je vais vous dire un truc terrible, c'est que mes parents sont morts assez jeunes, et je ne sais pas si je serais devenue écrivain si mes parents étaient encore en vie, j'aurais peut-être pas... Bien sûr que les parents vous empêchent d'écrire, je crois. Miloš, l'écrivain polonais, disait que quand il y a un écrivain de famille, il n'y a plus de famille. Je trouve que c'est difficile d'écrire avec ses parents en vie. Je ne pourrais même pas l'imaginer. Comment je ferais, je ne sais pas. Peut-être Louise. C'est dur. C'est dur, mais non, mais ça me fait sourire parce que c'est le prochain livre et sur justement de la mort des parents en fait, qui ne sont pas morts, mais de comment en fait on les tue pour de bon symboliquement pour pouvoir écrire ce qu'on veut écrire. Et ça me fait vraiment rire parce que c'était ce que j'ai écrit cet après-midi, mais qui enfin, je veux dire, déjà à chaque fois que j'écris quelque chose, j'ai vraiment très peiné à l'idée que mes parents le lisent. Mais alors là, voilà, mais bon, en même temps, voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est un souci de parler de gens qui existent finalement, enfin, qui sont vivants ou morts, mais en tout cas vivants? Est-ce que c'est un problème de mettre les vrais noms? Comment ça se passe quand on écrit quelque chose? Moi, je ne mets jamais les prénoms et je ne situe pas les gens. Je parle des expériences et de mes rapports à ces gens. Oui. Donc, je m'inspire toujours de gens que je connais, que je fréquente et les histoires... Et s'ils se reconnaissent, si vous téléphonent le lendemain? Ça, c'est entre eux et moi, c'est différent. Je trouve ce qui est terrible, c'est d'exposer quelqu'un aux yeux des autres, c'est-à-dire si je pouvais... Voilà, faire en sorte que la personne soit reconnaissable aux yeux des autres, c'est terrible. Mais que entre la personne et moi, ça nous concerne notre relation, en fait. Donc parce que, par exemple, ça s'est passé. Christine Angot a eu plusieurs procès, hein, justement, parce que les gens se reconnaissaient, elle donnait leur nom. Donc, ah oui, mais ça, c'est différent. Donc, ils n'étaient pas contents. Ouais. Est-ce que c'est une limite? Je trouve ça très dur, de mettre les noms. Mais Colombe, de parler de ta famille. Quand j'ai publié mon premier livre, j'étais assez innocente. Je ne savais pas, je savais même pas que j'écrivais un livre. J'écris sur mon grand-père, puis j'écris sur ma grand-mère, et je pensais que dans ma famille on allait me féliciter d'avoir découvert la vérité, que bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et ça s'est mal passé? Disons que ça a été compliqué. Ah oui. Je découvrais qu'effectivement la vérité, en tout cas je tentais que je m'appropriais quelque chose qui était caché, secret, scandaleux, honteux, l'assassinat d'un grand-père, pour en faire quelque chose que je fabriquais moi. C'était mon livre. C'était ma voix, c'était mes mots. Et que, de toute façon, c'est ça qu'on pouvait me reprocher. Et je me souviens que mon éditeur, qui était Jean-Marc Roberts, qui était un merveilleux éditeur, qui est mort aujourd'hui, m'avait dit, je ne savais pas comment faire ça, comment je ne veux pas blesser des gens, il me disait, quand il y a un mauvais rôle à donner, mets-le sur le dos du narrateur toujours. Et donc c'est resté ma conduite. Je fais très attention. Je fais très attention depuis, parce que je ne veux pas blesser, je ne veux pas humilier. Mais n'empêche que chacun de mes livres, on m'a toujours reproché des choses auxquelles je ne pensais pas et qui venaient d'un endroit auquel je ne pensais pas. Donc je fais attention, même si je fais attention. Voilà, penser à ce mauvais rôle. Je
Je sais qu'on me le reprochera de toute façon. Pardon, et Britney, elle est contente? Elle ne le sait pas. Ah bon, mais il faut lui envoyer le livre. Mais tout le monde me le dit, mais pour moi, c'est impossible. Mais oui, on va essayer de trouver un moyen de lui envoyer, mais bon, je doute qu'elle lise mon roman. Oui, voilà. Mais peut-être si c'était traduit en anglais un jour. Et vous la chantez aussi? Oui, je la chante. Vous la chantez où? À plein d'endroits, mais ce qui est très drôle, c'est que je raconte dans le livre que j'avais toujours voulu la chanter petite. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Alors bien sûr, c'est très expérimental, mes reprises de Britney, c'est pas, voilà, c'est pas du. Mais donc aujourd'hui, je me retrouve à faire, voilà. Je sais plus quand je la joue, mais à la Maison des Métallos en janvier. Enfin voilà, je vais commencer à faire des petites dates, des concerts de reprises de Britney. D'accord. Voilà. Je ne sais pas, nous venons tous, je ne sais pas si Marguerite Duras aurait pu chanter, mais on a trouvé quelque chose où elle, comment dire, elle ne chante pas, mais elle joue au devin. Elle nous parle du futur. On va écouter Marguerite Duras prédire le futur depuis les années 80. Ah oui, finalement d'aujourd'hui. Futur, voilà, on va voir, puis on en parle après. Elle est bien voyante. Hein. On l'écoute, on l'écoute. On l'écoute. Les hommes ont toujours eu besoin de réponses, même si un jour elles s'avèrent fausses ou seulement provisoires. Alors en l'an 2000, où seront les réponses? Il n'y aura plus que ça. La demande sera telle qu'il n'y aura plus que des réponses. Tous les textes seront des réponses, vous savez. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. Dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Colombe. C'est l'instinct, un immense instinct d'un grand artiste, capable de. C'est pas qu'elle est voyante, c'est que un artiste est capable de faire ça, de sentir ce qui se passe. C'était aussi presque un animal presque politique. Elle était très proche de François Mitterrand. Il y avait aussi beaucoup cet instinct-là. Oui, je crois que le monde l'intéressait, elle avait une curiosité voilà, alors Colombe, énorme. Quel sera le monde de 2050? Je suis incapable de jouer à Marguerite Duras. Louise, peut-être? Je ne sais pas. Ouais. Mais moi, j'ai plutôt, ça peut paraître fou, mais de l'espoir quand même, de la joie aussi, parce que voilà, encore une fois, je pense qu'en tant que femme, on a une histoire qui s'ouvre devant nous, qui est quand même, en tout cas, assez récente, et qui fait que donc j'ai plutôt, voilà, confiante. Oui, en tout cas, j'ai hâte. Avant de terminer cette discussion, j'aimerais bien vous demander quels sont vos livres préférés, votre livre préféré de Marguerite Duras. Quel est celui que vous recommanderiez? Colombe. Moi, c'est la douleur. J'ai beaucoup parlé de la douleur, mais il y a aussi, comme elle dit Louise, il y a beaucoup d'espoir. Et ça se termine à la plage, dans une plage en Italie où ils vont se baigner. Moi, je suis une nageuse, j'aime nager à la mer. Je cite de mémoire, si je peux le lire rapidement, ce qu'elle dit à la fin de La mer était bleue. Même sous nos yeux, il n'y avait pas de vagues, mais une houle extrêmement douce, etc. Une respiration, et elle finit par cette phrase « Il n'est pas mort au camp de concentration ». Donc, il y a cet espoir infini. Du vivant. La mer, toujours, il y a toujours la mer. Et vous, Louise, votre livre? Moi, je crois que c'est écrire que je pourrais lire et relire toute ma vie et qui m'a guidée, et que aussi ce que je conseillerais à toute personne qui veut écrire de lire. Enfin, ça met tout de suite quelque chose, quoi. C'est aussi une boîte à outils, Marguerite Duras. On peut y prendre beaucoup de choses. C'est une boîte à outils, et comme je l'ai cité tout à l'heure, elle s'inquiète de quand l'écrivain devient son propre flic, elle dit son propre policier, et se surveille, en fait. Et ça, c'est bien de le garder en tête, de ne pas devenir son propre surveillant. Et vous, Bernard?
L'après-midi de monsieur, j'adore le titre, l'après-midi de monsieur Andelmas. Oui. Un vieux monsieur, il fait très 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 chaud, c'est l'été, il attend un maçon, il est devant chez lui, il attend un maçon qui doit lui construire une terrasse, et on apprend petit à petit, et au loin il y a une fête, et il y a sa fille qui est dans cette fête, et le maçon, et on apprend que la relation entre ce vieux monsieur et sa fille, c'est pas l'idéal, et qu'il y a une histoire avec le maçon aussi, et qu'il n'aura pas sa terrasse, et que c'est terrible. Et c'est une écriture très sèche, comme brûlée au soleil. Eh bien, quant à moi, avant de terminer, avant de vous quitter, moi, mon Duras préféré, celui auquel je reviens toujours, ça s'appelle L'été 80. C'est un recueil de ses textes. L'été 80, Serge July, qui dirige alors Libération, demande à Marguerite Duras d'écrire pour le journal. Elle accepte, elle passe l'été à écrire, elle a envie d'écrire sur la politique, et finalement, elle finit par écrire depuis l'endroit où elle est, c'est-à-dire l'immeuble des Roches Noires sur la plage de Trouville. Elle a la plage et la mer en face d'elle, et finalement, elle n'écrit que sur ça. Elle n'écrit que sur le temps, la mer, le vent, tout en songeant à ce qui se passe en Pologne. Je vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour cette discussion. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau chapitre de nos collections qui, cette fois, sera consacré à la littérature et au cinéma. Merci et à très bientôt.